à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Et donc, pour ce nouvel épisode, je reçois Hélène. Hélène, comment ça va? Super, bonjour Christophe. Tu vas bien toi aussi? Moi très bien et encore plus heureux car moi ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Parce que comme je disais dans mon premier épisode, donc l'épisode d'introduction, ma prise de conscience écologique, c'était surtout via les discussions. Et toi, ça en fait vraiment partie avec nos discussions il y a quelques années, justement, au sujet d'écologie. Discussions très animées, c'est vrai. Et en plus, justement, on discutait un peu des actions, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et plus récemment, tu t'es lancé donc dans le zéro déchet. Tout à fait. Et donc, c'est un peu de ça exactement qu'on va parler aujourd'hui. Donc, peut-être un peu avant de commencer à discuter de ça, et comme on est en juin, juste en période de déconfinement, je voulais savoir du coup comment s'est passé ton confinement, si c'est bien passé. Moi le confinement c'était super en fait, j'aurais cru dire ça. C'était pas prévu comme ça, mais en fait je me suis retrouvée à la campagne dans une ferme de maraîchers qui cultivent du bio et dont le mari est très engagé dans la culture bio puisque il est représentant des maraîchers bio de Charente. Et donc c'était le top. Enfin j'ai adoré. Sachant pour préciser qu'à la base tu viens de Paris. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Donc je suis à Paris normalement et là j'avais cet écrin de verdure devant moi pendant ce confinement. Donc c'était pas vraiment un confinement finalement. C'était un retour à la nature. On allait courir, on voyait des chevreuils. Voilà. Nickel. Et du coup, pour commencer, je voulais te demander tes motivations par rapport au zéro déchet. En fait, tout simplement, quand est-ce que tu as commencé et pourquoi? Alors, ça a commencé par un long voyage qui a émis beaucoup de kérosène, au Brésil. Je suis partie au Brésil et après 2 woofings très centrés sur permaculture, etc., je suis partie en Amazonie pour là voyager seule. Et au milieu de l'Amazonie, on était accueillis par une communauté et là je vois des gens qui pensaient bien faire, qui avaient ramassé tous les déchets et qui les avaient mis dans un sachet plastique et qui les avaient noués à une branche d'arbre, alors qu'en fait ce qui nous était demandé c'était de pas faire de déchets, ou bien les déchets qu'on faisait c'était de les ramener carrément dans les villes, parce qu'en fait il y avait pas de ramassage d'ordures. Et en fait je me suis rendu compte que on était trop habitués à mettre nos déchets devant notre porte et à ce qu'ils disparaissent comme par magie sans qu'on ait rien à faire finalement. Enfin, cette sorte de magie où il suffit de déposer sa poubelle devant chez soi pour que ça disparaisse. Là en Amazonie c'était pas le cas, et donc ces gens qui pensaient vraiment bien faire en ramassant tous leurs déchets, en les accrochant sur une branche, c'était pareil qu'ils soient sur le sol ou sur la branche, ça changeait rien en fait. Et donc c'est là où je me suis dit tous ces déchets en fait, le meilleur déchet qu'on fait c'est celui qu'on produit pas, quoi. Et c'est comme ça que je me suis promis que l'année suivante, pour le 1er janvier, je commençais à essayer de faire du zéro déchet. Surtout que t'as raison, au final, nous, dans nos pays, les déchets, comme tu dis, ils disparaissent, mais ils disparaissent jamais vraiment, comme par magie, et souvent, en fait, ils sont envoyés dans ces pays-là, au final. Exactement. Donc, ce qui est, c'est la boucle infernale. Si, il y a des déchets qu'on arrive à éliminer en France, mais les plus polluants et ceux dont on sait pas quoi faire, hop, on les envoie et puis finalement, on arrive à des scandales comme ceux qu'on a vus justement en Asie où on renvoie les déchets aux Occidentaux, on renvoie à l'envoyeur, quoi. C'était en Philippines, je crois, je sais plus. Je crois même aussi au Bangladesh, de toute façon, il y a des montagnes de poubelles et souvent c'est aussi des bouteilles venant d'Europe qui sont juste envoyées là-bas pour être traitées, alors qu'on s'en débarrasse, c'est vrai. Parce qu'on s'assure pas en fait que les pays receveurs ont vraiment les capacités de traiter les déchets, quoi. Voilà. Et par rapport à ça, avant justement ce voyage, quel était ton rapport par rapport aux déchets? Tu avais quand même une idée, tu pensais vouloir faire quelque chose ou c'était complètement hors de tes priorités? En fait, je pensais
être la bonne élève parce que je triais mes poubelles, alors j'étais trop fière. J'étais trop fière. J'étais une spécialiste des règles de recyclage, ce que je suis beaucoup moins maintenant parce que comme Comme il n'y a pas de déchets. Comme j'essaye de vraiment les réduire, du coup je suis un peu perdue maintenant, mais non, mais j'étais vraiment, je pensais être la bonne élève parce que je connaissais par cœur les règles de recyclage, voilà. Et en fait, j'avais, enfin vraiment la prise de conscience, ça a été au Brésil quand j'ai vu ces déchets, si on les ramenait pas nous-mêmes, ils resteraient là et puis enfin ils seraient décomposés par la mer. Enfin, Et au final, finiraient dans la nourriture, souvent dans les poissons. Exactement. Et alors, quand t'es revenu justement de ce voyage et que t'as commencé à agir pour le zéro déchet, un peu par étapes, par quoi t'as commencé? Est-ce que t'es allé de front sur tous les domaines ou t'as commencé par un produit en particulier Alors, un peu des deux, comment dire. Alors, je voulais frapper fort parce que c'était une résolution de bonne année du coup. Enfin, c'était en 1er janvier 2019, je me suis dit j'arrête tout pour l'alimentaire, pour les déchets. Mais je me suis ciblée que sur l'alimentaire. J'ai quand même circonscrit le champ parce que je me rendais compte que de faire hygiène plus alimentaire d'un seul coup, ça allait être vraiment difficile. J'ai choisi l'alimentaire parce que c'était là où il y avait le plus gros défi pour moi, puisque l'hygiène, en fait, j'utilise très peu de produits, très peu de produits. Voilà, donc je me suis lancée, tu te laves quand même. Je ne suis pas crado. Hein. Et tu me disais justement en préambule un peu de cette interview, justement que le principal élément par lequel tu as commencé, c'était justement les contenants. Est-ce que tu peux en parler Bien sûr, ouais. Alors, j'ai commencé les contenants. En fait, voilà, j'ai eu la chance pour me lancer dans ce zéro déchet d'aller chez ma grand-mère un peu avant, du coup à Noël, et elle avait plein de pots en verre à me donner pour cette démarche. Et du coup, j'ai rassemblé ces pots en verre et c'était vraiment une bonne base pour commencer mon aventure zéro déchet. Et puis ensuite, les pots en verre, c'est bien pour garder et conserver chez soi, mais c'est un peu difficile de faire ses courses avec parce que c'est lourd et tout ça. Et je me suis fait une petite panoplie avec des chutes de tissu. Je me suis fait une panoplie de sacs, de petits sacs pour aller faire mes courses. Je me suis constitué une collection de Tupperware, très clairement. Et voilà, je pense que c'est les contenants qui m'ont aidé dès le début, quoi. Oui, et également de sacs en papier craft. Maintenant j'ai une petite collection dans ma chambre de sacs en papier craft. Voilà. Et donc ce sont un peu les éléments que tu conseilles à toute personne qui souhaiterait se lancer dans le zéro déchet, en final justement les bocaux en verre. Donc si j'ai bien compris, les bocaux en verre pour chez soi et des tissus pour acheter en magasin. Oui, exactement. Et justement par rapport aux magasins, ça n'a pas été trop difficile pour trouver des magasins de vrac ou faire du vrac dans un centre commercial, je sais pas. Alors moi j'ai eu de la chance à Paris. On a beaucoup de propositions pour pouvoir mener à bien le zéro déchet. Donc moi, comment j'ai fait pour tout ce qui était épicerie sèche, donc je dirais par exemple, je sais pas moi, les pâtes, les lentilles, le riz, le sucre, enfin ce genre de choses. Je suis allée à Biocop qui propose les choses en vrac. Je me suis même renseignée très récemment parce que je pensais que les pâtes, je les avais vues en fait remplir les grands contenants dans lesquels on se sert avec des sachets de 10 kilos que je croyais être en plastique, et en fait pas du tout. Ils sont faits en amidon de maïs. Et du coup en fait quand on achète chez Biocop en vrac, il y a vraiment zéro plastique. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais moi je ramenais mon petit sac en tissu, donc là il n'y a pas de plastique, et que je remplissais, et eux quand ils remplissent avec des grands contenants de 10 kilos, et c'était également pas du plastique. Donc voilà, je suis allée à Biocop. Après moi je suis pas végétarienne, du coup je suis allée à la boucherie avec mes Tupperware et j'ai été très bien reçue par mon boucher, et je pense qu'on est plusieurs à le faire, puisque là en temps de Covid j'ai vu qu'ils acceptaient plus justement les contenants, les Tupperware, mais j'étais pas la seule. Enfin ils avaient fait une information aux clients, donc ça veut dire que je suis vraiment pas la seule à faire comme ça. Et ensuite il suffit de regarder sur internet si le marché est le plus proche de chez soi, et c'est parti, on va acheter ses légumes au marché, son fromage au marché avec ses Tupperware, et voilà. Et donc moi c'est comme ça que j'ai réussi à faire tout ça. Le plus difficile reste quand même, pour la crèmerie je vais à Biocop également.
je l'ai pas dit, mais pour la crème fraîche et le fromage blanc. Mais alors, ce que j'ai pas réussi à trouver à Paris, c'est le lait. Donc, j'essaye d'en acheter le moins possible, mais bon, quand il faut en acheter, j'en achète et je l'achète en briques en carton. Et donc, le lait, c'est très compliqué. Et puis, le beurre, c'est aussi le beurre, on peut en trouver en vrac, mais c'est juste que le prix est exorbitant. C'est-à-dire que faut être prêt à payer 8-9 euros le beurre. Donc, c'était un peu au-dessus de mon budget. Donc, j'essaye de trouver du beurre avec un emballage en papier, juste. Mais voilà, là, je le fais pas en zéro déchet. D'ailleurs, on reviendra un petit peu sur, par rapport aux économies, ce que tu as pu faire. Mais je voulais justement, par rapport à ce que tu disais par rapport à la viande, faire une petite parenthèse coronavirus. Est-ce que tu as vu un changement pour le zéro déchet par rapport à avant le confinement? C'est plus difficile de faire du zéro déchet vu que tout doit être plus ou moins emballé pour des raisons sanitaires, ou pas du tout? Ça a été plus difficile pour moi à la boucherie, oui. À la boucherie, ils acceptent plus maintenant mes contenants. Mais j'ai bon espoir qu'ils les réacceptent une fois toute cette folie passée. Sinon, au marché, la dame, elle est toujours ravie de me servir mes épinards dans mon sac en tissu. Okay. Et puis... le fromager également, donc pas de souci de ce côté-là. Ok, et donc tu discutais, en tout cas tu parlais des prix justement, que le prix du beurre était beaucoup plus cher en vrac que sans le vrac, mais de manière générale justement, on pourrait penser qu'en tout cas il y a un peu cette idée-là que faire du vrac ça coûte beaucoup plus cher, souvent parce que c'est bio ou parce que justement comme c'est entre guillemets trendy, les gens ont tendance les magasins ont tendance à les vendre plus cher. Qu'est-ce que tu as vu toi par rapport à ça? Alors en fait ça dépend des produits. Par exemple, je vais donner des exemples très particuliers, je pense que comme ça les gens ils se refont une idée. Par exemple, la noix de coco râpée, allons-y. Vous voyez celle que vous achetez en magasin Vainé, ça coûte les yeux de la tête en fait en magasin. Et alors que en vrac, bio chez Biocoop, mais c'est vraiment beaucoup moins cher. Le chocolat. J'achète du chocolat également chez Biocoop et c'est les mêmes prix, je dirais, pour je pense du chocolat de bien meilleure qualité. Après, en revanche, en effet, il y a des produits dont le prix est parfois, ça peut être dissuasif, et c'est le cas pour tout ce qui est crèmerie. La crème fraîche, le fromage blanc est très cher. Et après, les pâtes, c'est pas ce qu'on voit dans le commerce, c'est pas 1,50€ le kilo. Ça sera plutôt le double, je dirais. Ok. Et pour tout le reste, un peu le riz. Ça va. Le riz, les lentilles, franchement, surtout que Biocoop fait comme c'est des produits de base. Par exemple, Biocoop fait beaucoup d'efforts en fait sur les produits de base. Donc là, ça va. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est la crèmerie qui est très chère. Et qu'est-ce que j'allais dire? Avant, l'huile d'olive était très chère. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire que j'ai acheté de l'huile d'olive en vrac également. J'ai acheté une bouteille et que je re-remplis. Avant, elle était chère et ils ont baissé les prix. Donc maintenant, c'est tout à fait correct pour de l'huile vierge. C'est très bien. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, en fait, il y a vraiment des produits où vous allez vraiment vous rendre compte que c'est plus cher et d'autres où ça vaut vraiment le coup. Mais au final, sur le global, tu te dirais que le prix ne varie pas trop entre le sans déchet et l'achat normal en sans commercial. C'est un petit peu plus cher, je dirais, mais la qualité est bien meilleure. Et je voulais aussi parler, parce que là on parle un peu des bénéfices contraintes. Le prix peut être parfois une contrainte, mais il y a également d'autres contraintes. En ce moment, tu es en colocation. Ça se passe très bien. Coucou, ça va. Mais si j'ai bien compris par rapport à notre discussion, elle ne fait pas du zéro déchet. Donc comment tu gères un peu ce sujet-là justement avec ta colocataire? Du coup, c'est vrai que alors quand on était à Lille, on était aussi en coloc à Lille et on faisait les courses communes, les repas communs, etc. Et là, du coup, on fait des courses séparées. Finalement, je pense pas que ça crée tant de tension que ça dans la coloc. Sarah me l'a déjà dit, mais je pense que voir que je prenais autant d'importance à ces histoires de déchets et tout ça, je pense que avant elle était pas du tout sensible à ces questions et je pense que ça l'a sensibilisée sans l'amener jusqu'au zéro déchet, mais je pense qu'elle fait vraiment plus attention aux déchets qu'elle produit maintenant. Ok, ouais, ça rappelle un petit peu l'épisode précédent avec Maël qui nous parlait justement, lui c'était par rapport au végétarisme, qui parlait d'épidémie verte, une épidémie verte sur le fait que en agissant pour le climat, que ce soit via son alimentation ou
ou comme toi via le zéro déchet, au final, les gens autour de nous voyaient les bénéfices et finalement commençaient à s'y mettre également. C'est un peu ce que tu ressens? Oui, en fait, je me rends compte que avant de me lancer dans le zéro déchet, je parlais beaucoup des sujets écologiques, ça me tenait à cœur, etc., même si j'agissais pas forcément. Sauf que quand les gens n'agissent pas, on n'essaime pas, c'est-à-dire que finalement la conversation va rester un peu dans les esprits, mais pas tant que ça. Alors que quand les gens voient qu'on agit et qu'on agit au quotidien, je pense que c'est plus marquant en fait. C'est pas une révolution, les gens vont pas changer d'avis d'un seul coup, mais c'est insidieux, c'est au fur et à mesure. C'est ça, une épidémie finalement. Il avait trouvé le bon mot. Exactement, je suis d'accord. Et par rapport à une autre contrainte, je pensais un peu à la différence entre la ville et la campagne. Comme tu disais, à Paris, la proposition est assez bonne en matière de zéro déchet. Mais tu vis également à la campagne, dans le nord, c'est bien ça? Oui, c'est là où je suis actuellement, chez mes parents. Et comment ça se passe là-bas alors? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Alors comme je vis chez mes parents quand je suis dans le nord, j'ai pas vraiment la main sur les courses, enfin même pas du tout. Je prends ce qui vient et du coup ce qui vient c'est des trucs du supermarché tout emballé. Et ça je laisse passer, enfin j'ai pas envie de m'engueuler avec mes parents pour ce sujet-là, c'est pas du tout le but. Enfin quand je viens les voir c'est pour passer du bon temps. Ça me fait plaisir et le but c'est pas de s'engueuler pour ça, donc enfin c'est tout, je fais avec et je me rends bien compte aussi que si moi mes parents voulaient faire du zéro déchet, ils devraient forcément aller à Arras parce qu'il n'y a pas d'épicerie qui vend en vrac actuellement du côté de chez moi, et en fait ils devraient forcément prendre la voiture, faire 20 bornes aller, 20 bornes retour, alors qu'il y a un supermarché qui est à 5 minutes de chez moi en fait. Donc en fait finalement ce serait comment expliquer, il y aurait du bien et du moins bon aussi à prendre finalement. Donc c'est toujours une question d'arbitrage, c'est-à-dire que moi à Paris ça me demande pas de faire beaucoup plus de distance pour aller chercher mes produits sans déchets, alors que mes parents finalement ce serait consommer de l'essence, etc. Je sais pas si c'est finalement très viable. Au final l'intérêt serait beaucoup plus limité. Et tout à fait. Comme tu donc dis, je pense en fait dans ces actions pour le climat il faut toujours réfléchir avec discernement, et pas se lancer tête baissée. C'est un peu aussi ce qu'on défend dans ce podcast, c'est vraiment on agit surtout pour soi et ne pas juger l'autre parce qu'il ne le fait pas, parce que au final peut-être il ne le fait pas parce que c'est plus difficile pour lui, ou en tout cas on n'est personne pour juger justement. Tout à fait, et on sait pas, peut-être qu'il fait autre chose que nous, Exactement. Moi par exemple je suis pas végétarienne et j'admire les végétariens qui font pas de zéro déchet. Oui c'est ça, voilà. Chacun à son échelle chacun fait son truc, voilà. Et au final, quel bénéfice tu penses que justement ce zéro déchet t'a apporté, tant sur le plan vraiment personnel par rapport à toi, comment tu vis aujourd'hui, et également peut-être dans un sens plus large, si t'as des chiffres au niveau national, un peu sur le zéro déchet, ce que ça apporte? Alors oui, j'ai des chiffres. N'en déplaise à certains, le zéro déchet, c'est pas une baguette magique, et j'ai lu qu'en fait ça réduisait que de 30% la production de déchets, puisque bien évidemment en amont il y a l'utilisation, ils utilisent des emballages, etc. Jetables, donc ce qui revient en fait à la fin au consommateur c'est uniquement une réduction de 30%, même si finalement j'ai été confortée, je pense que ça dépend des enseignes dans lesquelles on va, mais par exemple quand Biocoop m'a assuré que par exemple quand j'achetais mes pâtes, finalement c'était pas emballé dans des sacs en plastique de 10 kilos au départ, oui. Mais bien dans des sacs biodégradables d'amidon. Du coup ça m'a rendue très contente et très heureuse. Voilà, donc en fait je pense que ce 30% est aussi, je pense qu'il faudrait l'analyser à la loupe, et je connais pas très bien les détails. Après, ce que ça m'a apporté dans la vie perso, déjà beaucoup de rigolades avec les commerçants, parce qu'en fait quand on arrive avec ces tupperwares, moi c'était par exemple à la boucherie, en fait maintenant comme je suis pas une cliente comme les autres puisque je ramène mes tupperwares, maintenant ils savent qui je suis, et dès que je viens c'est c'est la avec ces tupperwares, et là on échange pendant je sais pas une minute où on rigole un peu, et pareil quand je vais au marché et que je suis là à galérer avec mes sacs parce que j'ai plein de sacs sur le bras, mes sacs en tissu et tout ça, et je passe pas inaperçu, les gens ils vous parlent bien plus naturellement en fait, voilà, ça lève l'anonymat un peu. Et ça m'a aussi amené à connaître un peu plus les gens de mon quartier, parce que j'ai participé à une action
pour avoir un compost de quartier. On aurait dû avoir en fait, donc moi j'habite dans le 11e arrondissement et c'est un compost qui avait été voté au budget participatif il y a je pense 4 ans de ça et finalement la mairie avait, alors que ça avait été voté par les habitants du 11e, la mairie n'avait pas pu aboutir ce projet pour diverses raisons un peu politiques. Ah, okay. Et puis on a dû se battre en fait pour avoir ce compost et du coup oui ça a rapproché je pense les habitants du 11e arrondissement et voilà. Et maintenant je suis membre d'une association qui s'appelle Coccinalidée qui gère justement le compost qu'on a enfin eu. Donc, Ça crée du lien en fait de faire du zéro déchet. Beaucoup de liens. Oui, au final justement parce que comme tu dis il y a des actions que tu peux faire à ton échelle personnelle mais justement ce compost c'est un peu un bon exemple d'action à l'échelle beaucoup plus locale et au final aujourd'hui ce compost il est utilisé, il marche bien. Alors je suis très contente parce que oui, c'est un compost qui marche bien, justement parce qu'il est géré, il n'est pas en libre service et qu'il est géré par une association et qu'il faut souscrire à l'association pour pouvoir y déposer ses déchets. Parce qu'en fait, un compost ouvert, c'est un compost qui marchera pas très bien, malheureusement, parce qu'en fait, les gens, il faut pas que trop de gens mettent leurs déchets puisqu'en fait ils ont des contenances très particulières et s'il y a trop de familles qui déposent leurs déchets, en fait les déchets vont pas avoir le temps nécessaire pour se dégrader. C'est dommage parce que il marche bien parce qu'il est régulé et contrôlé par une association et j'avais déjà vu d'autres composteurs dans le 18e arrondissement qui étaient en libre service et qui eux ne fonctionnaient pas parce qu'ils étaient ils étaient pas gérés en fait finalement. Et donc au final ce succès pour en entraîner d'autres, est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu travailles pour peut-être lancer d'autres composts dans le quartier ou pour l'ouvrir à d'autres personnes? Et j'avoue que le fait que je sois pas assez souvent à Paris m'empêche de suivre exactement les projets, mais je pense que oui en fait je pense qu'il y a d'autres projets de composteurs qui sont à l'étude en effet, mais je peux pas dire précisément. Mais sinon tu m'avais également parlé d'autres associations qui œuvrent pour le zéro déchet, peut-être tu peux en parler. Jean Bouteille je crois. Comment? Jean Bouteille, je sais plus. Ah oui, Jean Bouteille, c'est pas une association, c'est une entreprise. Mais alors en fait tout à l'heure oui je parlais de mon huile que j'achetais en vrac dans des bouteilles en verre et ça c'est des fontaines à huile de Biocop, c'est les leurs, mais sinon en fait d'autres enseignes se sont engagées à proposer des liquides en vrac et c'est le cas notamment de Franprix et d'autres enseignes je sais plus. En fait elles se sont associées avec Jean Bouteille qui est une entreprise lilloise du Nord-Pas-de-Calais. J'en profite pour parler un peu de ma région et du coup oui donc Jean Bouteille c'est une entreprise du Nord-Pas-de-Calais qui s'associe avec des enseignes et qui mettent à disposition des fontaines et des bouteilles. Donc en fait le principe c'est le même, on achète sa bouteille et puis ensuite on peut la remplir dans ces fontaines et donc c'est des bouteilles en verre et ça évite du coup d'acheter des bouteilles, enfin souvent les bouteilles d'huile d'olive sont déjà en verre je sais bien, mais je trouve que c'est bien plus intéressant de garder sa bouteille la même et de la re-remplir parce qu'en fait l'intérêt du verre c'est ça, c'est de pouvoir le réutiliser et c'est pour moi c'est vraiment un malheur que de jeter le verre à la poubelle et il va être cassé, il va être ramassé, ça va demander beaucoup d'énergie, il va être ensuite broyé, fondu, pareil ça demande énormément d'énergie et puis retransformé en bouteille en verre, mais tout ça c'est vraiment de l'énergie gâchée mais pour rien alors qu'il suffirait de garder les mêmes bouteilles et là c'est possible du coup avec cette initiative. D'ailleurs peut-être pour conclure là-dessus vu que je vis en Allemagne moi de mon côté où justement la consigne la consigne exactement, la consigne des bouteilles est très développée. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait un peu plus augmenter une activité, pas une activité, mais une initiative qui aurait le mérite d'être un peu plus développée en France. Oui, mais pour les consignes de bouteilles en verre, je suis pas trop pour les consignes de bouteilles en plastique. Parce que, en fait, on croit avoir réglé le problème des bouteilles en plastique avec la consigne, mais sauf que, voilà, c'est un bon début, mais c'est pas, à terme, je pense qu'il faut vraiment se séparer de ces bouteilles en plastique, quoi, et leur dire adieu. C'est vrai. Et donc, là, on va arriver dans la dernière partie de cette discussion avec les écolo-tips. Donc 4 questions, 4 réponses courtes avec des astuces pour vivre entre guillemets plus écologique et que vous pourrez retrouver ensuite sur le site internet cafévertpodcast.fr. Donc tout d'abord, Hélène, est-ce que tu as une idée de recette végétarienne à proposer à nos auditeurs? Alors oui,
c'est une recette que j'ai testée pendant le confinement, du coup. Justement, j'ai fait des falafels à base de lentilles corail et d'épinards. C'est la saison. Puis c'est très simple. Il faut faire cuire ces lentilles corail, y ajouter des épinards, de la farine, de l'ail et des épices. Faire une pâte de tout ça. Et puis après, il suffit de les faire revenir dans l'huile à la poêle. Et c'est délicieux. Et ça peut, par exemple, remplacer un steak pour des très bons burgers. Délicieux burgers. Non, j'imagine. Je te donnerai le lien de cette recette. C'est hyper bon. Et de toute façon, toutes les recettes qui sont données dans ce podcast seront disponibles justement sur le site internet du podcast. Franchement, cette recette, ça va être des très très bons burgers DG, vous allez voir. J'en suis sûr. Une destination en France ou en Europe proche que tu conseilles, qui est accessible en train ou en voiture? En voiture, covoiturage. En covoiturage. Non, mais alors je vais dire, c'est une région que j'ai découvert il y a maintenant une bonne année. C'est la région de Cognac, donc 100% accessible en train. Depuis Paris, vous faites Paris-Angoulême en TGV, puis Angoulême-Cognac en TER. C'est super parce que alors vous allez donc découvrir de superbes cépages. Donc pour le Cognac, il y a plein d'agriculteurs qui sont prêts à vous ouvrir leur cave et à vous faire découvrir la manière dont ils produisent le cognac. Donc des dégustations très bonnes à la clé. Et puis c'est aussi une région super sympa pour faire du vélo le long de la Charente. Et oui, voilà. Cognac, super région. Une bonne destination pour l'été. Et donc pour les amoureux d'alcool. Aussi. Par rapport à ton thème de prédilection, en tout cas le thème dont on a discuté aujourd'hui, le zéro déchet, donc un objet que tu conseilles pour fabriquer toi-même ou une astuce zéro déchet? Ce serait pour les vêtements. L'astuce zéro déchet, c'est que là pendant le confinement, je me suis dit bon allez Hélène, c'est parti. Tu vas rassembler les affaires de ton armoire qui sont trouées. Tu vas essayer de les réparer ces affaires. Et du coup, je me suis retrouvée avec un pantalon qui était troué au genou et je suis allée voir une mercerie et ils m'ont vendu des petits patchs à coller comme pour les enfants, mais sauf que là il était quand même beaucoup plus mignon parce que c'était un bel oiseau. Et du coup voilà, j'ai réparé mon pantalon avec des petits oiseaux trop mignons que j'ai ensuite recousus. Et j'avais aussi un gilet qui était troué au coude et j'ai acheté des coudières à coudre sur mon gilet. Et voilà, et du coup ça sera un gilet, un pantalon en moins que j'aurai à racheter et j'aurais pas acheté je leur donne une seconde vie du coup à ces vêtements. Et finalement, tu préfères ces vêtements maintenant ou avant? Ah mais moi j'avoue que mon pantalon avec les petits oiseaux c'est la classe, j'aime beaucoup. Comme quoi finalement en retravaillant ces vêtements on peut leur donner et une seconde vie et également plus de classe. Ah ouais, ils ont du style là. Et enfin... Mes amis ils ont trouvé ça sympa. Et enfin, une dernière question. Un élément culturel, un livre, un documentaire que tu conseillerais à toute personne qui souhaiterait se renseigner un peu plus sur l'écologie, en savoir un peu plus? Comme je te disais, moi j'avoue que je me renseigne peut-être pas assez. Et du coup, j'ai pas regardé beaucoup de documentaires ou lu beaucoup de livres sur le sujet. Mais j'ai participé récemment à la fresque du climat qui permet de bien se mettre les idées en place sur les mécanismes liés au dérèglement climatique. Et c'est des fresques sur lesquelles en fait vous pouvez facilement vous inscrire sur internet pour y participer. Moi j'ai une amie qui les animait donc c'était peut-être un peu plus simple, mais voilà. Et dans ces fresques on est parti du plus basique jusqu'au plus complexe. Et en fait il s'agit de relier des événements climatiques qui vont avoir probablement lieu ou qui ont déjà lieu avec des causes, des causes humaines notamment, et de voir vraiment tous les petits mécanismes qui s'enchaînent. Et d'ailleurs, en fait, j'ai appris récemment que cette fresque du climat, en fait, elle avait été conçue par un professeur de Centrale, Nantes. Voilà. Ah, ok. Je sais pas si tu savais. Non, je savais pas du tout. Juste pour dire aux auditeurs, je viens de Centrale Nantes, du coup, ça me touche bien particulièrement. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée que tu donnes là, parce que je connais aussi plusieurs personnes qui se sont lancées dedans et qui justement maintenant font le tour, soit ils commencent par leur famille, mais ensuite font le tour des institutions ou des amis pour justement présenter cette fresque du climat. Et en tout cas, ça a l'air d'être super intéressant. Ça remet bien les idées en place en fait. C'est très c'est chiffré, c'est très didactique. J'ai beaucoup aimé.
Donc je conseille à tout le monde un peu de se renseigner dedans. Je crois qu'il y a un site internet pour ça. Ça doit être fresqueduclimat.fr, j'imagine. Fresqueduclimat.org. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, merci beaucoup Hélène. C'était... avec plaisir. Merci Christophe de m'avoir accueilli pour ce Café Vert. C'est moi qui te remercie pour ta participation. C'était très intéressant et du coup, je te remercie vraiment d'avoir partagé ton expérience sur le zéro déchet. Et... J'espère qu'il y aura de nouveaux adeptes. Ouais, j'en suis persuadé et de toute façon, s'ils le souhaitent, ils pourront retrouver justement donc sur le site internet du podcast, cafévertpodcast.fr, toutes les astuces que tu as données et plein d'autres s'ils souhaitent se renseigner. Ouais. Bonne soirée à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.